Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureux de vous savoir nombreux pour suivre votre journal, dont voici les grands titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré les 13 personnalités de la société civile, de l'opposition et de la majorité pour parler consensus autour du processus électoral à venir. Et puis la RDC a dépassé la barre des 6000 personnes guéries de la maladie à coronavirus, selon les bulletins de l'équipe de la riposte de mardi. Enfin, les Quinois continuent à observer les mesures barrières du port des masques pour stopper la propagation de la Covid-19. Bienvenue si vous nous rejoignez. Consensus autour du processus électoral pour des élections apaisées en 2023. Tel a été l'objectif de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé aux représentants des 13 personnalités issues de la société civile, de l'opposition et de la majorité qui ont signé sur cette question le 11 juillet dernier. Ils ont expliqué au numéro 1 des Congolais comment ils vont mener leur démarche. Josué Kalamba nous en dit plus. La problématique relative à un consensus sur le processus électoral en République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé mardi 28 juillet 2020 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine à une délégation de 13 personnalités issues de la société civile, de l'opposition et de la majorité ayant signé l'appel du 11 juillet dernier en rapport avec ces questions. L'honorable Délicé Sanga, porte-parole de la délégation, a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il était venu soumettre au chef de l'État la primeur de leur démarche en rapport avec un éventuel consensus sur le processus électoral en RDC. Il a précisé que c'est le chef de l'État lui-même qui avait lancé un appel afin qu'il y ait un large consensus au sein de la classe politique du pays sur cette question. Sur une question, l'élu de Luisa, Délicé Sanga, a déclaré que leur démarche consistait à rapprocher le point de vue des uns des autres autour de cette préoccupation et non rechercher un dialogue pour le partage du pouvoir du genre Sun City, précisant que la démarche se rapportait uniquement aux questions électorales, à savoir parvenir à un consensus. Il s'agit donc d'une initiative au-delà des clivages politiques à la recherche des solutions pour le pays et qui s'inscrit dans la dynamique des institutions. C'est ce qui justifie la visite auprès du chef de l'État, la première institution du pays, a-t-il conclu. Restons à la CENI pour vous informer que les réformes au sein de cette institution d'appui à la démocratie étaient au centre de la rencontre entre Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS, et l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, le mardi 28 juillet 2020. Stella Achema nous en parlait. En sa qualité de coordonnateur du CAP pour le changement et président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kabound a reçu mardi 28 juillet 2020 le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, l'abbé Donatien Cholet. Au cœur de leur entretien, les questions liées à la vie de la République, notamment les réformes au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour l'abbé Donatien Cholet, savoir ce que pensent les acteurs politiques de notre pays en ce qui concerne les enjeux de l'heure s'avère important. Et selon lui, Jean-Marc Kabound s'est montré très ouvert en dressant les tableaux de la situation politique actuelle. Je suis dans mon rôle de secrétaire général pour savoir ce qu'il pense de ce qui nous tient à cœur, les réformes autour de la CENI, de la loi électorale, parce que c'est quelque chose que nous estimons important. On ne peut pas y arriver si nous ne parlons pas avec les politiques qui sont. Il a été très ouvert, ça fait longtemps, c'est depuis des mois qu'on ne s'est plus vu.
On s'est échangé longuement et c'est aussi important pour nous écouter l'analyse de la situation de la part de ceux qui sont vraiment en politique, c'est tout. Rappelons que le secrétaire général de la SENCO multiplie des contacts avec les hommes politiques pour trouver une réponse à la question de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Autre chose à présent, les membres du comité des conjonctures économiques se sont réunis le mardi 28 juillet 2020 autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ils ont tablé sur la problématique des exonérations des compensations dans les opérations de dédouanement. C'est un reportage signé Josué Kalamba. Les membres du comité de conjoncture économique se sont réunis mardi 28 juillet à l'immeuble du gouvernement autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour apprécier la situation économique du pays. Pour rappel, le comité de conjoncture économique est composé des ministres du budget, du plan, d'État, travail et prévoyance sociale, de l'économie nationale, du commerce extérieur, de mines, des finances ainsi que de la Banque centrale du Congo. Depuis les débuts de la crise sanitaire à coronavirus, le comité de conjoncture économique associe régulièrement la Fédération des entreprises du Congo FEC et l'Association nationale des entreprises publiques. Selon le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, qui a fait le point de cette séance, il a été question d'examiner la problématique de l'exonération et de compensation dans les opérations de dédouanement ainsi que la situation des cours de matières premières où l'on constate que le rythme de la production s'améliore. Et puis en politique, l'allure que prend la relation entre les FCC et le CACH n'a pas laissé indifférent votre rédaction. Cette dernière vous propose sa réflexion sur la sortie des crises en conviant les acteurs politiques à tirer des leçons de la situation vécue au Congo entre 1960 et 1965. Sami Bosongo signe ce reportage. Les soubresauts qui marquent l'atmosphère dans le giron de la coalition FCC-CACH déterminent les signes avant-coureurs d'un tumulte politique en RDC consécutivement à la fin de cette coalition. L'on n'a pas besoin de ne s'en tenir qu'aux propos des officiers de cette coalition, à commencer par le chef de l'État, pour réaliser que les spasmes de la mort agitent cette coalition. Les vidéos glorifiant la puissance montante et la ruse de l'UDPS pour se débarrasser ou anéantir politiquement les FCC, davantage autrement plus diabolisés, deviennent de plus en plus nombreuses sur YouTube et les autres réseaux sociaux, sans réaction officielle de la part des officiels attitrés de l'UDPS. La crainte qu'inspire ce refrain de triomphalisme exacerbé vient du fait qu'on y cite l'appui et les injonctions des USA, pour la puissance desquelles la RDC est très importante en raison de ses minerais stratégiques. Une façade de la chose qui rappelle l'implication occidentale, notamment américaine et belge en politique congolaise, de 1960 à 1965. Durant ces années, l'histoire apprend que les Congolais se sont entre-déchirés et ont détruit leur pays, non pas qu'ils l'aient voulu, mais parce que les conseils et injonctions des Américains et Belges poussaient les politiques instrumentalisées par eux à écarter du pouvoir et à neutraliser tous les politiques nationalistes sous des alibis. Alors nous, Congolais, après 60 ans d'indépendance, rééditer les erreurs politiques des premiers politiciens congolais pour servir nos besoins de gloire et d'enrichissement personnel? L'histoire et le monde se moqueraient bien de nous parce que nous n'aurions pas tiré des leçons de la marche politique des pères de l'indépendance. S'il est avéré que le même cause produise les mêmes effets, quelle prophétie réalisée pour la RDC avec des acteurs politiques dirigés depuis l'extérieur et qui abreuvent à bon escient le peuple des affirmations et raisonnements qui ne prennent pas en compte les dangers et enjeux des méthodes de domination impérialiste décrites par la sociologie de l'impérialisme. Les USA et compagnie ont eu à diriger le Congo, se servant de Kasavubu et de Mobutu. L'ont-ils développé pour autant? Les héros congolais ont-ils reçu plus qu'il n'est donné aux USA et compagnie? Les Congolais ne savent-ils pas qu'un des sacro-saints principes de l'impérialisme se base sur la division des nations ciblées pour mieux les contrôler et voler leurs richesses? Le vœu le plus ardent de tous les vrais patriotes et nationalistes sont tels que, loin des propos et attitudes démagogiques, populistes et des quêtes de boucs émissaires, la classe politique et les Congolais
tire toutes les leçons des expériences vécues entre 1960 et 1965 pour éviter à la RDC, après ses 60 ans d'indépendance, des horreurs qu'on ne peut tolérer qu'aux apprentis politiciens sans aucune sagacité républicaine. L'objectif étant que le testament social d'Etienne Tshisekedi prenne corps sans entrave ni approximation. Situation épidémiologique, 165 patients de Covid-19 déclarés guéris ont quitté les hôpitaux le mardi 28 juillet, rapporte le comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC. Pour la même journée, 5 cas supplémentaires de décès ont été enregistrés. Stella Achema nous fait ce reportage. Pandémie mortelle du coronavirus en République démocratique du Congo. La bonne nouvelle est que 165 patients de Covid-19 ont été déclarés guéris et ont quitté les hôpitaux le mardi 28 juillet 2020. Ce qui fait que la barre de guérison dépasse les 6000 personnes guéries, rapporte le comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie du coronavirus au pays. Cependant, pour la même journée, 5 cas supplémentaires de décès ont été enregistrés. Par ailleurs, 58 nouveaux cas confirmés ont été notifiés, dont 46 à Kinshasa, 7 en Ituri, 2 au Sud Kivu, 1 dans le Haut-Katanga, 1 dans le Haut-Touélé et 1 au Sud Ubangi. De l'échantillon des 242 cas examinés, ajoute les comités. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, le cumul est de 8931 cas, dont 8930 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu jusqu'hier 213 décès et 6095 personnes guéries. Et puis les Quinoises et Quinois respectent jusque-là le port des masques obligatoires exigés par les autorités compétentes pour stopper la propagation de la Covid-19, de peur de se voir imposer une amende de 5 000 francs congolais. Au centre-ville de Kinshasa, où les reporters de BC Télévision sont descendus, le constat est satisfaisant. Alice Kabangou et Orly Kaze nous en parlent. Mardi 28 juillet 2020, sans quoi le contrevenant sera possible d'une amende de 5 000 francs congolais. Certains Quinois d'accord avec le général Kassongo s'expriment sur le port obligatoire de masques. Pour le port de masque que les autorités veulent obligatoire, je demande à tout le monde de le mettre car la maladie existe. Portons nos masques pour nous protéger et protéger les autres. Vraiment, nde balobi ke no tolata kashine tolata yango ezala vraiment obligatoire. Nga pe na kosenga na mwana mboka nyonso ya Congo République ke no vraiment bokono eyali tolata kashine tolata vraiment kashine pona tobatela bato mususu tobatela tomibatela pe. Le port de masque doit être obligatoire pour tous. Que celui qui ne veut pas porter le masque paye même $100 à la place de 5 000 francs pour pousser à toute personne de mettre un masque. La maladie dans notre pays existe. Je dois me protéger et protéger les autres. D'autres Quinois, par contre, continuent d'ignorer l'existence de la pandémie et ne s'imposent pas le port de masque. Sur l'avenue où j'habite, je n'ai jamais vu personne qui a la Covid-19. C'est seulement en Europe. Ici est de noter que, dans son message d'annonce de la fin progressive de l'état d'urgence sanitaire, le chef de l'État a invité le Congolais à ne pas confondre la fin de l'état d'urgence sanitaire avec la fin de la pandémie. Portons donc nos masques, non pas par peur de payer l'amende, mais pour nous protéger et protéger les autres. Les hépatites virales B et C à l'ère de la Covid-19, c'est sous ce thème que la RDC a célébré le 28 juillet 2020 la journée internationale de lutte contre les hépatites. Comment attrape-t-on cette maladie et comment la soigner? Voilà quelques questions auxquelles un médecin a répondu aux reporters de BC Télévision, à savoir Espérance Louvounou et Abel Kassongo. Suivez.
L'hépatite, c'est une inflammation du foie. Et donc, c'est une maladie caractérisée par une activité inflammatoire centrée sur le foie et à cause d'un virus qui peut être le virus B ou le virus C, mais c'est pour vous dire qu'il y a d'autres virus, mais les plus importants, c'est la B et l'hépatite C. Ce sont les hépatites virales, ce sont les virus des hépatites B et C qu'on peut attraper par diverses façons, mais surtout par des contacts du sang avec le corps de quelqu'un qui est porteur, ou les sécrétions, les humeurs et ainsi de suite. Et donc c'est une des principales causes. C'est une cause liée à ce que nous appelons à la vie de tous les jours la personne qui va se raser parce que sa lame de rasoir est infectée, il va courir le risque. La personne qui va se faire transfuser avec un sang qui n'a pas été contrôlé va courir le risque. Il y a aussi les relations sexuelles, il y a les personnes qui se droguent, qui échangent des aiguilles, bref, tout contact du sang contaminé avec le sang de quelqu'un qui ne l'est pas peut l'amener à faire une hépatite virale B ou C. La Covid-19, c'est une maladie virale. Comme l'hépatite, c'est aussi une maladie virale. Et donc, ces deux maladies vont réagir plus ou moins de la même façon. Je vous ai parlé de la fièvre. Peut-être que la personne qui fait la Covid-19 ne va pas faire quelque chose comme un ictère, parce que lui, il va plutôt aller au niveau des voies respiratoires. Cette personne-là va tousser beaucoup plus que devenir jaune, mais tu vas retrouver la fatigue. La fatigue va se retrouver aussi bien dans les hépatites qu'au niveau de la Covid-19 plutôt. Et voilà, il y a des similitudes. Et même dans la structure profonde, ce sont des virus dites ARN, aussi bien le virus de la Covid que le virus de l'hépatite C, par exemple. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est on n'a pas des données, on n'a pas des statistiques. On n'a pas cette culture de chaque fois faire des études et de comparer les choses, etc. Si bien que il y a effectivement au niveau des cercles bien réduits certains chiffres qui circulent, mais tout ça c'est par exemple un étudiant ou un professeur qui veut faire sa thèse, il va faire ça dans un certain milieu. Et là, avec ce genre d'études, nous avons des prévalences qui vont dans les 7 à 8% des hépatites, c'est-à-dire sur 7 à 8, sur 100 patients, nous avons une prévalence de 7 à 8%. Sécurité en province, plusieurs miliciens de Codeco ont décidé la semaine dernière de quitter la brousse pour amorcer le processus de paix à la suite des discussions avec les membres de la délégation de la présidence de la République. Ces miliciens ont présenté leur cahier de charges à Pandroma, à la délégation de Kinshasa, composée d'anciens chefs de guerre de l'Ituri. Christelle Genda signe ce reportage. Prêcher la paix et négocier les conditions de reddition des miliciens de la Codeco pour l'initiative du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour cette mission que la délégation des ex-seigneurs de guerre séjourne à Djougou. Elle va ainsi donc entamer des pourparlers, lancer un cri d'alarme aux concernés, notamment aux autorités nationales et provinciales, les STAREC, aux ONG tant locales qu'internationales, la MONUSCO et tout consort. La délégation s'est aussi assignée de mettre les bouchées doubles afin de trouver la solution au dossier de prise en charge des ex-miliciens. Notez que depuis l'arrivée de la délégation à Kwandouma, elle ne cesse d'enregistrer un tel engouement de la part des miliciens qui souhaitent quitter la brousse pour les sites de regroupement. Cependant, étant donné ces marques de structures d'accueil et de prise en charge, il y a impossibilité de récupérer tous ces ex-miliciens. Sachez par ailleurs que cette délégation est arrivée à Bunia depuis le 9 juillet 2020 et qu'elle est composée d'une dizaine d'ex-seigneurs de guerre. Cette équipe note un engouement des assaillants qui exprime la volonté de déposer les armes et de cesser avec les atrocités.
Et puis au Sud Kivu, la fondation Richard Mwenye Mali a procédé à l'érection d'un pont pour les habitants du quartier Nyalukemba dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Une infrastructure qui vient faciliter le passage de la population riveraine qui a longtemps souffert. Le reportage est de nos confrères de Sud Kivu. Suivez. La fondation Richard Mwenye Mali vient d'ériger un pont pour les habitants du quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda. Ce pont relie les Kansayo et l'école protestante Yayene sévit en état de délabrement très avancé depuis longtemps, affirment les âgés de ces tronçons. Les bénéficiaires de cette assistance remercient la fondation Richard Mwenye Mali et disent se réjouir de cette œuvre en appelant aux bénéficiaires de continuer ainsi dans d'autres milliers. Signalons que c'est depuis plus de 5 ans que ce pont sévit en état critique et a causé plusieurs accidents dont les usagers. Revenons à Kinshasa pour parler infrastructure toujours. Le vice-premier ministre en charge des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, Willy Ngopos, a inauguré mardi 28 juillet les ponts Kianza reliant les communes de Lemba et Ngaba à la grande satisfaction de la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Espérance Louvounou signe ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Willy Ngopos, a inauguré mardi 28 juillet 2020 le pont Kalamou reliant la commune de Ngaba à celle de Lemba. Ce pont était coupé depuis le mois de novembre 2019. Présent à la cérémonie d'inauguration, Willy Ngopos a lui-même procédé à la coupure du ruban symbolique. Lors de sa prise de parole, il a sensibilisé la population de ces deux communes sur la nécessité de bien garder cet ouvrage et de ne pas jeter des déchets en plastique et autres dans cette rivière au risque de retourner à la même situation que l'année dernière, a-t-il poursuivi. Notez que cet ouvrage a été exécuté par l'Office de voirie et drainage OVD et les corps des génies militaires de la Force armée de la République démocratique du Congo, FARDC. Restons toujours à Kinshasa où l'on parle de la réhabilitation de l'avenue de la Libération X24 dans son tronçon compris entre l'arrêt Landou dans la commune de Bumbu et Selembao. On satisfait pour la population riveraine qui demande cependant à l'entreprise OVD de construire également les arrêts. Espérance Louvounou encore nous en dit plus. La réhabilitation de l'avenue des Libérations ex-24 novembre dans son tronçon compris entre le marché de la commune de Selembao et l'arrêt Landou a bel et bien commencé. Cette artère va soulager un tant soit peu la souffrance de la population des communes de Selembao, Bumbu, Makala et Bandalungwa et même Ngaliema aussi que celle d'autres communes. La population de ce coin de la capitale remercie le gouvernement et demande que cette artère puisse durer aussi longtemps que d'autres routes de Kinshasa. babuki ne baterase wani basalinde bien mais ce ko fane batika ne wana prince ko mama munene bakangi bache su babare wana su prince ko misiko mukisi ko ne basala boye arezati siko chauffeur ara ko tema be jiper ko yao mauvais babe ngoni na français yangwano lobi siko awa arezati nini zate siko chauffeur so ka tema bani ko twakilia wa jipe ye bakangi fou. Nous souhaitons ça puisse aller jusqu'à la fin. Souvent vous savez chez nous on a l'habitude de commencer pour ne pas aller jusqu'à la fin. Et nous encourageons cette fois-ci l'État à travers le ministère des ITP pour avoir songé aux habitants de Selembao. D'abord merci et les encourager d'y aller jusqu'à la fin et de faire aussi une route cela conforte par rapport aux normes internationales. Cette réhabilitation s'est faite en même temps que le curage de caniveaux par l'OVD. Signalons que la réhabilitation de cette route est une façon de soulager la population de ce coin et les travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse en ligne sélectionnée pour vous par Merveille Baba Bibaye. On se retrouve juste après. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le général-major Albert Massissi promet de stopper les tueries et le braconnage dans les parcs nationaux. Le nouveau responsable du corps pour les parcs nationaux et réserves naturelles apparentés
corps PPN, en sigle, le général-major Albert Massibamba a promis de renforcer la troupe des éco-gardes afin de stopper les tueries et le braconnage dans les parcs nationaux de la RDC lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Dieudonné Kitenge, la cérémonie qui a eu lieu dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Massacre de plus de 200 autochtones à Kipupu, les silences du gouvernement fait polémique ». 220 personnes civiles tuées, des femmes violées, plusieurs maisons incendiées, des bétails sans nombre emportés. Ce tableau sombre résume le bilan macabre du massacre perpétré la nuit du 16 au 17 juillet courant par la coalition rebelle Ngumino Twangwano à Kipupu, une localité du territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. La triste nouvelle a été livrée voici une semaine par une trentaine de députés provinciaux dans une déclaration faite lundi 20 juillet. Bouclons cette revue de presse par ce titre de Capi.net. Une frange de la société civile déclenche une concertation pour un dialogue inclusif. Le collectif d'action de la société civile a déclenché une concertation avec les autres forces vives de la nation pour demander leur implication pour aller à un dialogue national inclusif à l'instar de la conférence nationale souveraine. C'est ce qu'a déclaré à la presse mardi 28 juillet à Kinshasa Samuel Bassasele du mouvement citoyen Compte à rebours. Cette plateforme regroupe diverses organisations formelles de la société civile, des mouvements citoyens ainsi que des personnalités attenues à interpeller l'opinion sur ce qu'elles considèrent comme une crise que traverse actuellement la RDC qui empêche ainsi la bonne marche du pays. Situation qui selon Samuel Bassasele est ponctuée par des agitations et autres incidents produits par les acteurs politiques, notamment ceux de la coalition FCC Cash. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de poursuivre sur BSC TV. C'est avec cette lecture de la revue de presse en ligne que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, en voici les rappels des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré les 13 personnalités de la société civile, de l'opposition et de la majorité pour parler consensus autour du processus électoral à venir. Et puis la RDC a dépassé la barre des 6000 personnes guéries de la maladie à coronavirus selon les bulletins de l'équipe de la riposte de mardi. Enfin, les Quinois continuent à observer les mesures barrières du port des masques pour stopper la propagation de la Covid-19. Fin complète de ce journal. Merci de votre fidélité à BC Télévision, la chaîne de l'émergence. Moi, c'est Liévin Luzolo. Je vous retrouve le vendredi prochain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.